Les portes massives du Conseil galactique s'ouvrirent dans un sifflement, dévoilant un spectacle qui aurait terrifié la plupart des êtres de la galaxie. 12 espèces différentes siégeaient autour de l'immense table circulaire, chacune armée jusqu'aux dents. L'air crépitait de tension, tandis que les armes énergétiques vrombissaient doucement, et que les lames traditionnelles étincelaient sous les lumières artificielles. Les Zéphiriens, comme toujours, étaient arrivés les premiers. Leur forme reptilienne était revêtue d'armures de cérémonie qui faisaient office de véritable protection. Le chef de guerre Sistak portait une épée plasma à son côté et était flanqué de 2 gardes du corps. Ses yeux jaunes balayaient constamment la pièce, à l'affût de toute menace. C'était leur nature. En face d'eux, la délégation Manturi bourdonnait discrètement. Ces êtres insectoïdes se déplaçaient par groupes de 7, chacun porteur de bioarmes qui se développaient à partir de leur propre corps. Leurs yeux à facettes reflétaient la lumière en motifs arc-en-ciel alors qu'ils observaient chaque mouvement dans la pièce. La confiance n'était pas chose aisée pour un esprit ruche. Les Voraques cristallins s'étaient positionnés près des conduits d'énergie qui alimentèrent la station. Leur corps émettait une légère lueur bleue et de petits éclairs dansaient entre leurs doigts. Ils pouvaient transformer n'importe quel appareil électronique en arme si nécessaire. Leur délégué, un être nommé Résonance de Victoire, se tenait debout plutôt qu'assis, l'énergie crépitant autour de lui comme un orage. Une à une, les autres espèces firent leur entrée. Les Gromax arrivèrent dans leurs armures motorisées, chacune de la taille d'un petit bâtiment. La confédération athéréenne flottait dans des champs de confinement, leurs formes gazeuses passant du visible à l'invisible. Les collecteurs d'os portèrent leurs armes traditionnelles, faites des squelettes de leurs ennemis. Chaque groupe apportait une puissance de feu suffisante pour raser une ville. Puis, la délégation humaine arriva. Le commandant Jake Peterson franchit les portes, vêtu d'un simple uniforme bleu, sans armure, sans armes et sans garde du corps. Il ne portait qu'une tablette de données basique et une tasse de café. Derrière lui venait l'amiral Lisaka et 3 autres humains, tous également désarmés. Il semblait presque absurdement paisible comparé aux arsenaux ambulants déjà assis autour de la table. La réaction fut immédiate. La tête de Sistak s'inclina sur le côté, signe de confusion parmi les siens. Le bourdonnement des Mantari s'intensifia tandis qu'ils communiquaient rapidement entre eux. Les décharges énergétiques des Voraques augmentèrent, créant de petites étincelles dans l'air. « Où sont vos armes, humains » siffla Sistak, sa voix portant le sifflement naturel de son espèce. « Pensez-vous que ce soit une simple réunion pacifique ?» « Nous faisons face aux chasseurs du vide. Ils ont déjà anéanti 3 systèmes stellaires. » Jake Peterson sourit et s'assit à la table. « Nous savons exactement à quoi nous sommes confrontés, chef de guerre. C'est précisément pour cela que nous sommes venus désarmés. » Cette réponse sembla plonger les extraterrestres dans une confusion encore plus grande. La voix mécanique du délégué Gromax résonna de son armure. Confusion enregistrée. Les humains semblent souffrir d'un dysfonctionnement cognitif. L'évaluation de la menace indique un danger maximal. La réponse logique est un armement maximal. L'amiral Lisaka se leva lentement, s'assurant que ses mouvements étaient calmes et non menaçants. « Je comprends votre confusion. Permettez-moi d'expliquer notre philosophie. Nous avons étudié tous les grands conseils de guerre de l'histoire galactique. Nous avons analysé les données. » Elle activa un affichage holographique au centre de la table. Des chiffres et des graphiques apparurent, présentant des statistiques tirées de centaines de conflits précédents. Au cours des 1000 dernières années, 342 conseils de guerre majeurs ont été formés pour faire face à des menaces à l'échelle de la galaxie. Parmi ces conseils où chaque délégué était armé, seulement 79 ont réussi à maintenir l'unité tout au long du conflit. Cela représente un taux de réussite de 23%. Les chiffres planèrent dans l'air comme une accusation. Les délégués extraterrestres examinèrent les données, puis se regardèrent. De nombreuses mains se rapprochèrent de leurs armes. « Votre argument, c'est quoi » demanda le délégué éthéré, sa voix provenant d'un dispositif de traduction, sa forme gazeuse ne pouvant s'exprimer dans l'atmosphère. « L'argument est que les conseils armés ont tendance à s'effondrer.
déclara Jake Peterson, prenant une gorgée de son café. Quand tout le monde est prêt à se battre, quelqu'un finit par le faire, généralement les uns contre les autres, plutôt que contre le véritable ennemi. La forme cristalline de résonance de Victoire pulsa plus intensément. Vous suggérez que nous nous désarmions, que nous nous rendions vulnérables à la trahison. C'est de la folie. Non, répliqua Lysaka. Nous suggérons que nous, les humains, servions de médiateurs neutres. Nous ne pouvons menacer personne ici. Donc, vous n'avez pas besoin de nous menacer. Nous pouvons circuler librement entre vos groupes, transmettre des messages et aider à la coordination sans que personne ne s'inquiète de nos intentions cachées. Le délégué des collecteurs d'os éclata de rire. Un son comme des rochers qui se brisent. Les humains pensent qu'ils sont spéciaux. Ils pensent être au-dessus du besoin d'armes. Vous êtes une espèce de proie. Oui, faible et molle. Jake Peterson hocha calmement la tête. Vous avez absolument raison. Nous sommes mous. Nous n'avons pas d'armure naturelle comme les Zéphyriens. Nous ne pouvons pas générer d'armes énergétiques comme les Vorak. Nous n'avons pas l'intelligence collective des Menturi, ni la force brute des Gromax. Nous sommes probablement l'espèce physiquement la plus faible de cette pièce. Alors, pourquoi devrions-nous vous écouter ? Exigea Sistak. Parce que, dit Jake, se levant et se déplaçant lentement autour de la table, nous avons survécu à tout ce que notre galaxie nous a jeté, non pas en étant les plus forts, mais en étant les meilleurs pour travailler avec les autres. Nous n'avons pas besoin d'être le plus grand prédateur de la pièce. Nous devons être l'espèce en laquelle tous les prédateurs ont confiance. Pendant qu'il marchait, aucun des délégués extraterrestres ne tendit la main vers son arme. Ils auraient pu le tuer facilement, mais quelque chose dans son calme et sa confiance les fit hésiter. Il s'arrêta derrière la délégation Mantari. « Votre esprit ruche vous confère une coordination parfaite parmi les vôtres, » leur dit-il. « Mais cela rend difficile pour vous de faire confiance aux étrangers, car vous ne pouvez pas lire leurs pensées. » Les Manturi bourdonnèrent doucement, reconnaissant la véracité de cette affirmation. Il se dirigea vers les Vorak. « Votre manipulation énergétique vous rend incroyablement puissant, mais cela signifie aussi que tout le monde vous considère comme une menace potentielle. Même vos alliés gardent leur distance. » La lueur de résonance de Victoire s'estompa légèrement. C'était également vrai. Jake termina son tour de table et regagna sa place. Chaque espèce ici a évolué pour être des prédateurs ou pour se défendre contre des prédateurs. Cela vous a tous rendus forts, mais cela vous a aussi rendus méfiants les uns envers les autres. Vous n'y pouvez rien. C'est dans votre nature. L'amiral K activa un autre affichage holographique. Les chasseurs du vide sont à 3 jours du secteur de Kepler. Ils ont détruit tout sur leur passage. Nous avons besoin d'une réponse unifiée. Et nous en avons besoin maintenant. La question est, voulez-vous un conseil où tout le monde passe la moitié de son temps à se surveiller pour détecter les signes de trahison? Ou voulez-vous un conseil où vous pouvez vous concentrer entièrement sur l'ennemi? La chambre tomba dans le silence, à l'exception du vrombissement de diverses armes et du doux crépitement du champ d'énergie Vorak. Les délégués extraterrestres se regardèrent, puis regardèrent les humains, puis les rapports dévastateurs des attaques des chasseurs du vide, diffusés sur les affichages holographiques. Finalement, Sistak parla. « Que proposez-vous, humains ?» Jake Peterson sourit et ouvrit sa tablette de données. « Nous proposons de vous montrer quelque chose qu'aucune autre espèce n'a jamais vu. Un plan de bataille créé par quelqu'un qui ne veut pas être le héros de l'histoire. Quelqu'un qui veut juste que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité. » La réunion qui allait déterminer le destin de la galaxie était sur le point de commencer. L'amiral Lysaka se joignit à lui, ajoutant ses propres données à l'affichage. Ils montrent également un schéma d'évitement de certains types de résistance. Regardez le système Hesperis. Les Zéphériens y ont tenu bon avec tout ce qu'ils avaient. Les chasseurs du vide l'ont complètement contourné et ont frappé 3 systèmes non défendus à la place. Le capitaine Ben Murphy et d'autres officiers humains s'avancèrent. Ils ne buscampent pas des batailles glorieuses. Ils veulent en des victoires faciles et des progrès constants.
Chaque fois que quelqu'un met en place une défense coordonnée avec plusieurs espèces travaillant ensemble, les chasseurs du vide reculent et trouvent une cible plus facile. Les délégués extraterrestres s'agitèrent, mal à l'aise. Ce n'était pas ainsi qu'ils envisagèrent la guerre. Dans leur esprit, l'ennemi devrait vouloir affronter les adversaires les plus forts pour prouver sa supériorité. « Que suggérez-vous » demanda la déléguée éthérée, sa forme gazeuse s'agitant. Jake activa un nouvel affichage montrant les itinéraires d'évacuation et les schémas de transport civil. Nous suggérons que ce n'est pas vraiment un problème militaire, c'est un problème de logistique. Les chasseurs du vide réussissent parce qu'ils créent le chaos et la panique. Les gens fuient dans des directions aléatoires, encombrant les voies spatiales et rendant impossible une défense coordonnée. L'affichage montrait comment les évacuations précédentes avaient échoué. Les navires étaient entrés en collision en tentant de s'échapper par les mêmes points de saut. Les vaisseaux militaires avaient été ralentis par le trafic civil. Les convois de ravitaillement étaient restés bloqués derrière les flottes de réfugiés. « Votre solution est de mieux fuir », exigea Sistak, sa queue fouettant l'air d'irritation. « Notre solution est de rendre la fuite inutile », répondit Ben Murphy. « Observez ce schéma. Les chasseurs du vide attaquent par vagues. D'abord, ils envoient des éclaireurs pour identifier les cibles et créer la panique. Ensuite, ils envoient des pillards pour perturber les communications et les lignes d'approvisionnement. Enfin, ils déploient leur force principale pour achever ce qui reste. » Lisa K. souligna la chronologie. Il y a toujours un intervalle de 6 jours entre le premier contact des éclaireurs et l'attaque principale. 6 jours pendant lesquels tout le monde panique et prend de mauvaises décisions au lieu de se préparer correctement. Nous proposons d'utiliser ces 6 jours différemment, poursuivit Jake. Au lieu que chaque espèce défende son propre territoire, nous allons créer des groupes de défense mobiles. Des flottes mixtes avec des vaisseaux de plusieurs espèces, chacune couvrant un aspect différent de la bataille. L'affichage montrait une nouvelle formation. Les navires zéphiriens fournissaient une puissance de feu lourde, mais ils étaient protégés par des boucliers énergétiques Vorak et soutenus par des chasseurs en essaim Menturi. Les vaisseaux Gromax servaient de forteresses mobiles où les navires endommagés pouvaient s'abriter et se réarmer. Les osseux géreraient les abordages en combat rapproché, expliqua Ben. La Confédération éthérée pourrait assurer la reconnaissance et des communications indétectables. Chaque espèce apporte sa meilleure contribution au sein d'une force unifiée. Les délégués extraterrestres affichaient un certain scepticisme. Les Menturi bourdonnaient rapidement entre eux. La complexité de la coordination augmente de façon exponentielle avec les opérations de flotte mixte. La conscience collective ne peut pas contrôler efficacement les vaisseaux non Menturi. C'est précisément pourquoi vous avez besoin de nous, dit Jake tranquillement. Nous, les humains, excellons dans la coordination entre différents groupes. Nous l'avons fait tout au long de notre histoire sur notre planète. Nous avions des centaines de cultures, de langues et de façons de penser différentes. Nous avons appris à les faire travailler ensemble. Il se dirigea vers la délégation Menturi. Vous n'avez pas besoin de contrôler les autres vaisseaux. Vous avez juste besoin de leur faire confiance pour qu'ils fassent leur travail. Et ils ont besoin de vous faire confiance pour que vous fassiez le vôtre. Se tournant vers les Vorak, il poursuivit. Vos boucliers énergétiques peuvent protéger les vaisseaux zéphiriens pendant qu'ils chargent leurs armes. Leurs canons à plasma peuvent fournir une couverture pendant que vous rechargez vos barrières. Il ne s'agit pas de savoir qui est le plus fort, mais de synchronisation. La forme cristalline de résonance du Victoire pulsa pensivement. Coopération tactique possible, mais les exigences de confiance sont significatives. La confiance se construit par des succès partagés, ajouta Lisa Kane. Nous proposons des exercices d'entraînement conjoints avant l'arrivée des chasseurs du vide, de petites missions où différentes espèces travaillent ensemble sur des objectifs simples, construisent progressivement la confiance. La salle devint silencieuse tandis que les extraterrestres y réfléchissaient. Cela allait à l'encontre de tous leurs instincts. Leurs espèces avaient survécu en étant autonomes, en ne faisant confiance qu'aux leurs. Comment savoir si vous, les humains, n'essayez pas simplement de nous contrôler,
demanda le délégué osseux, sa voix rauque tel un bruit de pierre qui s'écrase. Jake Peterson sourit. Parce que nous sommes les seuls ici qui ne pouvons contrôler personne. Nous n'avons pas de pouvoirs mentaux comme les Manturis. Nous ne pouvons pas drainer l'énergie comme les Vorak. Nous ne pouvons intimider personne comme les Gromax. Tout ce que nous pouvons faire, c'est suggérer et coordonner. Et si nous n'aimons pas vos suggestions, Suzak, demanda le délégué. Eh bien, vous les ignorez, dit simplement Ben Murphy. Nous ne sommes pas vos commandants, nous sommes vos traducteurs. Quand les Zéphiriens veulent charger en avant et les Manturis veulent encercler l'ennemi, nous vous aidons à trouver comment faire les deux en même temps. L'amiral Kane activa un dernier affichage. Le choix vous appartient. Vous pouvez chacun combattre les chasseurs du vide séparément en utilisant les mêmes tactiques qui ont échoué 17 fois déjà, ou vous pouvez essayer quelque chose de nouveau. L'écran montrait 2 scénarios. Dans le premier, chaque espèce combattait seule et était vaincue une par une. Dans le second, elles combattaient ensemble et les chasseurs du vide se retiraient pour trouver une proie plus facile. La prochaine vague d'attaque commence dans 3 jours, dit Jake, de retour à son siège. Quoi que nous décidions, nous devons le faire maintenant. Le débat durait depuis 2 heures. Chaque espèce avait son avis sur la proposition humaine, et la plupart de ces avis contenaient les mots « impossible » ou « suicidaire ». Les Manturis insistaient sur le fait que leur tactique de conscience collective ne pouvait être adaptée pour inclure des étrangers. Les Zéphiriens soutenaient que leur code d'honneur les empêchait de se cacher derrière des boucliers énergétiques. Les Vorak affirmaient que partager leur technologie énergétique les rendrait vulnérables. Jake Peterson resta silencieux pendant tout ce temps, prenant occasionnellement des notes sur sa tablette. Il ne se disputait pas et n'essayait de convaincre personne. Il se contentait d'écouter et d'acquiescer, posant parfois de simples questions qui poussèrent les orateurs à réfléchir plus attentivement à leur position. La doctrine de combat Gromax exige une chaîne de commandement claire, annonça le délégué mécanique. Qui commande une flotte mixte? Qui donne les ordres pendant le combat? Avant que Jake ne puisse répondre, les lumières de la chambre vacillèrent. Des alarmes d'urgence commencèrent à retentir dans toute la station. Les portes blindées menant à la chambre se fermèrent avec un lourd bruit sourd qui résonna dans la pièce. « Alerte de sécurité !» annonça une voix par le système de communication. « Infiltré hostile détecté. Tous les délégués doivent rester en position sécurisée jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. » La réaction fut immédiate et prévisible. Des armes apparurent dans des mains qui étaient vides quelques instants auparavant. Les Zéphiriens formèrent un cercle défensif autour de leur chef, leurs épées à plasma bourdonnant. Les Manturis se dispersèrent dans la pièce, leurs bio-armes s'étendant de leurs bras comme des fleurs mortelles qui s'épanouissent. Les décharges énergétiques des Vorak augmentèrent considérablement, créant une barrière crépitante autour de leur position. Chaque espèce supposait que toutes les autres espèces pourraient être la menace. Les osseux pointèrent leurs armes sur la Confédération éthérée, les soupçonnant d'utiliser leur forme gazeuse pour infiltrer la station. Les Gromax activèrent leur système d'armure et ciblèrent quiconque bougeait trop vite. L'alliance délicate qui s'était lentement formée s'effondra en quelques secondes. « Retirez-vous !» siffla Sustak aux Manturis, qui s'était positionné trop près de sa délégation. « Maintenez la distance ou subissez les conséquences. » La ruche détecte des niveaux de menace élevés provenant de la position zéphirienne, répondirent les Manturis, leur bourdonnement prenant un ton agressif. Recommande la dispersion immédiate de tout le personnel armé. La barrière énergétique Vorak s'étendit, repoussant tous les autres vers les murs. Protocole défensif engagé. Toutes les formes de vie organique maintiennent une distance de sécurité minimale. Au milieu de ce chaos, les 5 humains restèrent exactement là où ils étaient assis. Ils n'avaient pas d'armes à brandir, pas de position défensive à prendre, pas d'armure à activer. Ils étaient complètement vulnérables. Et d'une certaine manière, cela faisait d'eux les personnes les plus en sécurité dans la pièce. « Amiral Kane », dit calmement Jake, comme s'il n'y avait pas d'armes énergétiques mortelles pointées dans toutes les directions autour de lui. « Pourriez-vous vérifier les capteurs internes de la station ?
découvrir à quoi nous avons réellement affaire. Lisa Khan se leva lentement et se dirigea vers la console de contrôle centrale. Chaque extraterrestre dans la pièce suivit son mouvement, mais aucun d'entre eux ne pointa d'arme sur elle. Elle ne pouvait menacer personne, elle n'était donc pas perçue comme une menace. Les capteurs montrent 3 signes de vie non autorisés dans la section technique inférieure, rapporta-t-elle après un instant. Ils se dirigent vers le cœur d'énergie principal. La lieutenant Amy Foster, l'une des autres officiers humains, se dirigea vers la délégation Manturie. Ils auraient pu la tuer d'une pensée, mais ils la laissèrent s'approcher. Vos biocapteurs sont plus sensibles que l'équipement de la station. Pouvez-vous détecter l'espèce des intrus? Les yeux composés des Manturies se fixèrent sur elle un instant. Puis ils commencèrent à bourdonner rapidement entre eux. La ruche confirme 3 signes de vie, signatures énergétiques concordantes, unité de reconnaissance des chasseurs du vide. La nouvelle envoya une nouvelle vague de tension dans la pièce. Ce n'étaient alors pas seulement des saboteurs ou des ennemis politiques. C'étaient des éclaireurs avancés de la force même qu'ils avaient prévu de combattre. Ils essaient probablement de désactiver les défenses de la station avant l'attaque principale, déclara le sergent Dan Clark, un autre officier humain. Il se dirigea calmement vers la position Vorak. Résonance du Victoire, vos gens peuvent-ils tracer le réseau électrique et identifier les systèmes les plus vulnérables? L'être cristallin pulsa plus fort tandis qu'il s'interfaçait avec les systèmes électriques de la station. Le cœur d'énergie montre des fluctuations. Les chasseurs du vide tentent de provoquer une défaillance en cascade. « Combien de temps avons-nous » demanda Jake. 17 minutes avant la défaillance totale du système, fut la réponse. Les délégués armés se regardèrent avec une suspicion croissante. Les osseux accusèrent la Confédération éthérée d'avoir laissé entrer les intrus grâce à leur technologie de phase dimensionnelle. Les Zéphiriens suggérèrent qu'une des autres espèces était secrètement alliée aux chasseurs du vide. Les Manturies calculèrent la probabilité de trahison de chaque délégation et les trouvèrent toutes inacceptablement élevées. Pendant ce temps, le capitaine Ben Murphy s'était approché des portes blindées scellées. Ces serrures d'urgence ne peuvent être ouvertes que depuis le centre de sécurité ou par quelqu'un ayant un accès technique. Nous devons nous y rendre et arrêter le sabotage, mais nous ne pouvons pas le faire d'ici. Les conduits de ventilation, suggéra Amy Foster. Ils sont trop petits pour la plupart des espèces, mais les humains pourraient s'y glisser. Absolument pas, tonna le délégué Gromax. L'entrée des humains dans l'infrastructure de la station représente un risque de sécurité. Cela pourrait faire partie d'une attaque coordonnée. Alors que suggérez-vous ? Demanda Jake tranquillement. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bourdonnement des armes et du crépitement des champs d'énergie. Chaque espèce avait le pouvoir de briser les portes blindées ou d'accéder à la section technique, mais aucune ne faisait suffisamment confiance aux autres pour baisser ses défenses. Elles étaient piégées par leurs propres soupçons. « J'y vais », dit Jake, se levant et se dirigeant vers la grille de ventilation. « Je suis désarmé, donc je ne peux pas planifier une attaque. Et si je ne reviens pas, vous saurez que les chasseurs du vide m'ont tué. »« C'est de la folie », protesta Sustak. « Vous êtes une peau molle, vous n'avez pas d'armure, pas d'armes, aucun moyen de vous défendre contre les éclaireurs chasseurs du vide. »« C'est précisément pourquoi je dois y aller, » répondit Jake, sortant une simple trousse d'outils de la poche de son uniforme. « Tous les autres dans cette pièce sont trop dangereux pour faire confiance. Vous vous regardez tous, vous demandant qui pourrait vous trahir. Mais personne ne s'inquiète de me voir trahir qui que ce soit, car je ne pourrais pas vous faire de mal, même si je le voulais. » Il commença à dévisser la grille de ventilation. « Amy, j'ai besoin que tu coordonnes avec les Manturies. Leurs biocapteurs peuvent suivre ma progression et me guider vers le bon endroit. Dan, travaille avec les Vorak pour surveiller les systèmes d'alimentation et me dire lesquels prioriser. Ben, demande aux Zéphiriens de préparer une équipe d'assaut au cas où je rencontrerai des problèmes que je ne pourrais pas gérer. »« Et nous ?» demanda le délégué Gromax. « Gardez la pièce, » dit Jake simplement. « Si c'est un piège et qu'il y a d'autres intrus qui arrivent, nous devons savoir que cette chambre est sécurisée. » Alors qu'il montait dans le conduit de ventilation, quelque chose de remarquable se produisit. Les délégués extraterrestres s'attelèrent à collaborer,
non par confiance mutuelle, mais par la confiance qu'ils vouaient à l'humain qui s'était entièrement exposé pour les secourir. Les Mantouri transmirent des données sensorielles détaillées. Les Vorak surveillèrent chaque fluctuation énergétique. Les Aphiriens se postèrent pour réagir à toute urgence. Même les espèces qui, quelques instants auparavant, pointaient leurs armes les unes sur les autres, commencèrent à coordonner leurs efforts. La voix de Jake retentit dans le système de communication, tandis qu'il rampait dans les conduits étroits. « Je vois la section d'ingénierie. 3 silhouettes travaillent sur le cœur énergétique. Ils ne m'ont pas encore remarqué. La ruche recommande une approche furtive. Les Mantouri bourdonnèrent. Les éclaireurs chasseurs de vide possèdent des capacités sensorielles améliorées. Les capteurs Fortac indiquent que l'accouplement énergétique principal est endommagé à 73%. Résonance de la victoire signalée. Cible prioritaire pour réparation. La réponse de Jake fut calme et assurée. Compris. Je vois l'accouplement sur lequel il travaille. Donnez-moi 30 secondes pour me positionner, puis créer une diversion. Quel genre de diversion ? Demanda Sizak. Vous trouverez bien quelque chose, répondit Jake. Vous êtes tous très doués pour être menaçants. La chambre entra en action coordonnée. Chaque espèce apporta ses forces pour aider l'humain désarmé, qui avait risqué sa vie pour tous. Et pour la première fois depuis le début du Conseil, ils ne se surveillaient plus pour déceler des signes de trahison. Ils observaient tous la même cible. La voix de Jake Peterson grésillait dans le système de communication, tandis qu'il s'affairait dans la section d'ingénierie. L'accouplement énergétique est de nouveau opérationnel. Les éclaireurs chasseurs de vide se retirent par les tunnels de maintenance. Je ne peux pas les suivre ici, mais ils se dirigent vers le quai d'arrimage. Équipe d'intervention zéphirienne en route, annonça Sizak, sa méfiance naturelle temporairement oubliée. Nous les intercepterons au quai d'arrimage 7. Négatif, retentit la voix de Jake. Laissez-les partir. La chambre éclata en protestation. Les délégués Gromax. Une voix mécanique retentit. Acquisition de cible optimale. Pourquoi permettre l'évasion de l'ennemi ? Parce que nous voulons qu'ils fassent leur rapport à leur commandant, expliqua Jake en remontant par le conduit de ventilation. Nous voulons que les chasseurs de vide croient que leur sabotage a fonctionné, qu'ils pensent que les défenses de la station sont compromises et que le Conseil est en plein chaos. Quand Jake émergea, couvert de poussière mais indemne, quelque chose avait fondamentalement changé dans la pièce. Les armes étaient toujours brandies, mais elles n'étaient plus pointées les unes sur les autres. Les délégués extraterrestres regardèrent les humains avec quelque chose qui n'avait jamais été là auparavant. Le respect. Tromperie tactique. Les Mantouri bourdonnèrent d'approbation. La ruche calcule 73% de probabilité que l'excès de confiance de l'ennemi mène à des erreurs stratégiques. La générale Carol Wright, qui avait surveillé la situation depuis le centre de commandement humain, apparut sous forme d'hologramme dans la chambre. La tentative de sabotage confirme nos renseignements sur les tactiques des chasseurs de vide. Ils essaient toujours de diviser leurs ennemis avant d'attaquer. La question est, allons-nous les laisser réussir ? Le cristal de résonance de la victoire s'obscurcit tandis qu'il traitait cette information. S'interroge sur le risque de destruction du commandant Peterson pour préserver l'Alliance. La doctrine tactique standard suggère la préservation individuelle avant les objectifs de groupe. Explication requise. Jake épousseta son uniforme et se rassit à la table. C'est la différence entre la pensée militaire humaine et celle de tout le monde. Nous ne considérons pas la survie individuelle et la survie du groupe comme des entités distinctes. Si le groupe échoue, l'individu échoue aussi. L'amiral Lisa Kane réactiva l'affichage central, mais cette fois, il montrait des statistiques différentes. Carol a raison sur la nécessité d'aborder le vrai problème ici. Nous avons tourné autour pendant des heures, mais quelqu'un doit le dire directement. L'écran affichait les registres de combat de chaque espèce présente. Taux de victoire, statistiques de perte, durée des alliances réussies. Les chiffres peignaient un tableau clair. Chaque espèce était formidable en combat individuel, mais terrible pour maintenir une coopération à long terme. L'Empire zapirien a remporté 847 campagnes militaires distinctes au cours du dernier siècle, poursuivit Lisa. Un palmarès impressionnant, mais vous avez également subi 23 guerres civiles,
et 156 duels d'honneur entre clans alliés lors d'opérations conjointes. La queue de Suzak fouettait d'irritation, mais il ne nia pas l'accusation. Le collectif Mantouri a une coordination parfaite au sein de la ruche, continua-t-elle. Mais vous n'avez jamais réussi à maintenir une alliance avec des espèces non ruches pendant plus de 6 mois. La confiance exige une prise de décision individuelle, et ce n'est pas ainsi que fonctionnent les esprits ruches. Le bourdonnement de la délégation Mantouri diminua, reconnaissant la vérité. Les Vorak possèdent la technologie défensive la plus avancée de la galaxie, mais vos barrières énergétiques rendent la coopération physique impossible. Vous ne pouvez littéralement laisser personne s'approcher suffisamment pour travailler efficacement avec vous. Un par un, Lisa passa en revue chaque espèce, soulignant les avantages évolutifs qui les avaient rendus de grands guerriers, mais de terribles alliés. Les gros Max étaient trop littéraux pour comprendre la tromperie et la désinformation. Les chasseurs d'os valorisaient la gloire personnelle au détriment de la victoire de groupe. Le déphasage de la confédération éthéréenne les rendait impossibles à coordonner en temps réel. Alors pourquoi devrions-nous écouter les humains ? Demanda le délégué chasseur d'os. Vous admettez être plus faible que nous tous. Qu'est-ce qui vous rend meilleur en guerre ? Le docteur Frank Miller, le xénopsychologue humain, s'avança. Nous ne sommes pas meilleurs en guerre, nous sommes meilleurs en coopération. Et dans le conflit galactique moderne, la coopération est plus importante que la force individuelle. Il activa un nouvel affichage montrant l'histoire évolutive humaine. La plupart des espèces ont évolué soit à partir de prédateurs, soit d'animaux de proie. Les prédateurs ont développé la force et des instincts agressifs. Les animaux de proie ont développé des capacités défensives et des comportements territoriaux. Ces deux stratégies de survie vous ont rendu naturellement méfiant envers les étrangers. L'affichage montrait différentes planètes d'origine extraterrestre et leur pression évolutive dominante. Chacune avait produit des espèces qui étaient soit des chasseurs naturels, soit des défenseurs naturels. Les humains ont évolué différemment, continua Frank. Nous étions des chasseurs persistants. Nous ne capturions pas nos proies en étant plus rapides ou plus forts. Nous les capturions en travaillant ensemble et en n'abandonnant jamais. Un seul humain ne pouvait pas tuer un mammouth, mais 10 humains avec un plan le pouvaient. L'affichage montrait les schémas de chasse des premiers humains, des groupes d'humains primitifs traquant de grands animaux sur de vastes distances, se relayant pour épuiser des proies individuellement bien plus puissantes qu'eux. Plus important encore, nous vivions en petits groupes tribaux qui devaient coopérer avec d'autres tribus pour survivre. Nous ne pouvions pas nous fier uniquement à notre propre famille ou ruche. Nous devions apprendre à faire confiance aux étrangers, à travailler avec des personnes qui pensaient différemment de nous, à construire des alliances avec des groupes qui pourraient être des concurrents le lendemain. Jake Peterson se leva de nouveau, mais cette fois, son mouvement était différent. Les extraterrestres le regardaient avec attention, plutôt que de la méfiance. Chaque chef militaire humain apprend un principe fondamental de nos premières guerres, dit-il. Le camp qui maintient une meilleure communication et coordination l'emportera généralement sur le camp avec de meilleures armes. Nous l'avons vu maintes et maintes fois dans notre histoire. Mais les chasseurs de vide ont de meilleures armes que nous tous réunis, souligna le délégué éthéré. C'est exactement pourquoi nous devons être meilleurs en coordination, répondit Ben Murphy. Regardez à nouveau leur schéma d'attaque. Ils ne détruisent pas les choses au hasard. Ils ciblent spécifiquement les réseaux de communication et les structures de commandement. Ils veulent que nous nous battions en tant qu'individus, parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous vaincre individuellement. La capitaine Amy Foster s'approcha de l'écran tactique. La tentative de sabotage ne concernait pas vraiment le cœur énergétique. Il s'agissait de tester si nous nous retournerions les uns contre les autres sous la pression. Et nous l'avons presque fait, jusqu'à ce que quelqu'un se rende suffisamment vulnérable pour que nous puissions lui faire confiance. C'est le secret, dit Carol Wright depuis son hologramme. La confiance ne se construit pas par la force. Elle se construit par une vulnérabilité calculée. Quand quelqu'un se rend assez faible pour ne pas pouvoir vous faire de mal, il devient sûr de travailler avec lui. Les délégués extraterrestres se regardèrent dans la pièce. Pour la première fois depuis le début du Conseil,
il ne calculait pas les niveaux de menace, ou ne mesurait pas la force relative. Il pensait à la coopération. Gezak fut le premier à prendre la parole. Dans la culture zéphirienne, montrer de la faiblesse invite l'attaque, mais les humains montrent de la faiblesse pour inviter l'alliance. L'esprit ruche ne peut pas comprendre le sacrifice individuel pour le bénéfice du groupe, admit le Mentari. Mais l'humain Peterson a démontré ce concept efficacement. Le champ d'énergie de la résonance de la victoire se stabilisa en une lueur constante et calme. Peut-être que les protocoles défensifs Vorak empêchent la coopération plutôt qu'ils ne la favorisent. Les tactiques humaines nécessitent un recalibrage des procédures standards, annonça le délégué Gromax. Les hypothèses antérieures sur la force et la faiblesse nécessitent une révision. Jake Peterson regarda autour de la table ces êtres mortellement puissants qui auraient pu le détruire d'une pensée. L'offre tient toujours. Nous pouvons coordonner vos forces individuelles en une stratégie combinée, mais seulement si vous êtes prêt à croire que quelqu'un qui ne peut pas vous menacer pourrait en fait essayer de vous aider. La chambre redevint silencieuse, mais cette fois, ce n'était pas le silence de la méfiance. C'était le silence d'espèces qui n'avaient jamais envisagé la possibilité que leurs plus grands avantages évolutifs puissent aussi être leurs plus grandes faiblesses stratégiques. Les chasseurs de vide seront là dans 2 jours, leur rappela l'amiral Quint. Que va-t-il se passer? 2 jours plus tard, le commandant Jake Peterson se tenait sur la passerelle du vaisseau amiral Unity, entouré des guerriers les plus dangereux de la galaxie. Il portait le même uniforme bleu simple, tenait le même pavé numérique basique et demeurait complètement désarmé. Dorénavant, au lieu de l'observer avec perplexité ou méfiance, les représentants de chaque espèce dans la salle se tournaient vers lui pour la coordination. Flotte de chasseurs du vide détectée aux confins du système Kepler, annonça l'opératrice des capteurs Manturi, ses yeux composés reflétant les affichages tactiques. La ruche confirme 847 vaisseaux ennemis approchant en formation d'attaque standard. Leurs éclaireurs ont dû signaler que nos défenses étaient compromises, déclara l'amiral Lisaka depuis son poste à la console de communication. Ils avancent avec assurance et agressivité, exactement comme nous l'espérions. À travers l'immense hublot, la flotte combinée du Conseil galactique se déployait en formation impeccable. Des croiseurs lourds Zafirian ancraient la ligne défensive, leurs canons à plasma chargeant une lumière mortelle. Des chasseurs essaims Manturi dansaient entre les grands vaisseaux, tels des bancs de poissons métalliques. Des barrières énergétiques, Vorak, créaient une carapace protectrice chatoyante autour de l'ensemble de la formation. Position de la phase 1 confirmée, annonça calmement Jake. Toutes les espèces sont prêtes. Les groupes de combat Zafirian signalent leur engagement imminent, confirma Sistak depuis son trône de commandement. Son agressivité naturelle était toujours présente, mais elle était désormais entièrement concentrée sur l'ennemi qui approchait. Coordination de l'esprit de ruche à efficacité optimale, bourdonnait le commandant de la flotte Manturi. Les 50 000 chasseurs sont synchronisés et prêts au déploiement. Matrice énergétique force stable, résonance de victoire signalée, son corps cristallin pulsait d'une puissance contenue. Les barrières défensives peuvent être étendues pour protéger les vaisseaux alliés. Un à un, chaque espèce confirma sa préparation. Les machines de guerre Gromax mirent sous tension leurs canons massifs. Les collecteurs d'ossements préparèrent leurs capsules d'abordage. La Confédération éthéréenne commença à faire passer ses vaisseaux dans des dimensions alternatives, prêts à frapper sous des angles impossibles. La flotte ennemie entre en portée maximale, annonça l'opératrice des capteurs. Ils maintiennent une formation de chasseurs du vide standard. Aucun signe qu'ils soupçonnent notre coordination. Jake étudia l'affichage tactique, observant l'approche ennemie. Les chasseurs du vide se déplaçaient comme une marée noire, leurs vaisseaux absorbant la lumière plutôt que de la refléter. Par ces mêmes tactiques, ils avaient détruit 17 systèmes stellaires. Ils submergeaient les défenseurs par une supériorité numérique écrasante, semaient la panique et le chaos, puis détruisaient systématiquement tout ce qui restait organisé. « Rappelez-vous le plan », dit Jake doucement. « Laissez-les croire qu'ils gagnent au début,
Attirez-les dans le piège. Tous les vaisseaux entament un retrait tactique, annonça l'amiral Cain sur les communications de la flotte. Donnez l'impression d'une retraite désorganisée. La flotte combinée commença à reculer, mais ce n'était pas la déroute chaotique que les chasseurs du vide attendaient. Chaque espèce se retira selon ses tendances naturelles, mais suivant un schéma soigneusement coordonné. Les Aphirianes reculèrent lentement, maintenant leur formation défensive. Les Mandchouris se dispersèrent dans toutes les directions, perdant apparemment leur cohésion. Les barrières Vorak vacillèrent et s'assombrirent, comme si elles défaillaient sous la pression. Les chasseurs du vide mordent à l'hameçon, rapporta la lieutenante Amy Foster depuis la station tactique. Ils accélèrent leur avance et brisent leur formation pour poursuivre ce qu'ils pensent être des vaisseaux en fuite. Phase 2, annonça Jake. La retraite apparente s'inversa soudainement. Des chasseurs Mandchouris qui semblaient un peu s'être dispersés au hasard convergèrent brusquement. Ils isolèrent des vaisseaux chasseurs du vide depuis 6 directions différentes. Les canons à plasma Zaphirian qui s'étaient éteints rugirent, ciblant les vaisseaux ennemis qui s'étaient trop avancés. Les barrières Vorak reprirent leur pleine puissance, piégeant les vaisseaux chasseurs du vide avancés loin de leur force principale. Coup direct sur le vaisseau de commandement ennemi, rapporta Sizak avec satisfaction. Leur coordination s'effondre, mais Jake observait autre chose sur les écrans. Ils s'adaptent plus vite que prévu. Regardez les formations arrière. Ils ne paniquent pas comme leurs éclaireurs l'avaient prédit. La flotte des chasseurs du vide se réorganisait, rappelant ses unités avancées et formant une carapace défensive. Ils avaient réalisé que leurs renseignements sur les défenses de la station étaient erronés. Nouvelle formation ennemie détectée, bourdonna l'opératrice des capteurs Mandchouris. Ils supposent que nous avons une meilleure coordination que prévu. Phase 3, dit Jake. Montrons-leur à quel point nous sommes réellement coordonnés. Ce qui se passa ensuite n'avait jamais été vu dans la guerre galactique. Au lieu que chaque espèce combatte selon ses propres tactiques, elles commencèrent à échanger leurs rôles en parfaite synchronisation. Les vaisseaux Zaphirian avancèrent pour prendre la place des chasseurs Mandchouris, qui avaient épuisé leurs munitions. Les barrières Vorak s'étendirent pour protéger les vaisseaux Gromax pendant qu'ils rechargèrent leurs armes. Même les collecteurs d'ossements coordonnèrent leurs attaques d'abordage avec les frappes de phase de la Confédération éthéréenne. Les chasseurs du vide avaient affronté chaque espèce de la galaxie individuellement. Ils avaient développé des parades à l'agressivité zaphiriane, aux tactiques d'essaim Mandchouris et à la manipulation énergétique Vorak. Mais ils n'avaient jamais fait face à une flotte où les vaisseaux Zaphirian pouvaient soudainement disparaître dans des dimensions alternatives, ou où les chasseurs Mandchouris pouvaient se cacher derrière des barrières énergétiques impénétrables, ou où les canons Gromax pouvaient en tirer à travers des boucliers de phase Vorak. La flotte ennemie est en pleine retraite, rapporta le capitaine Ben Murphy depuis sa position. Ils abandonnent leur attaque et reculent vers le système extérieur. Les poursuivons-nous ? Demanda le commandant de la flotte Gromax, avide d'une victoire décisive. Non, dit fermement Jake. Laissez-les partir. Ils doivent rapporter ce qu'ils ont vu ici. Le terrien Peterson dit sage parole, reconnut Sistak. La victoire d'aujourd'hui ne signifie rien si demain apporte une force ennemie plus grande. 3 mois plus tard, Jake Peterson se tenait dans une salle du Conseil très différente. Celle-ci se trouvait sur Terre, dans la nouvelle académie militaire galactique construite sur les collines près de Genève. Au lieu de délégués armés assis en cercle méfiant, de jeunes officiers d'une douzaine d'espèces travaillaient ensemble à des stations tactiques partagées. La clé de la coordination multi-espèces, expliquait le capitaine Amy Foster à une classe mixte de cadets, est de comprendre que chaque espèce a à la fois des forces et des points aveugles. Votre travail n'est pas d'éliminer ces points aveugles. Il consiste à s'assurer que les forces de quelqu'un d'autre les compensent. Un jeune cadet Zaphirian leva la main. Instructeur Foster, comment surmontons-nous les instincts territoriaux naturels lors d'opérations conjointes ? Amy sourit. Vous ne les surmontez pas, vous les canalisez. Vos instincts territoriaux vous rendent excellent pour défendre des positions spécifiques.
Associez-vous à une unité Mantouri dont les instincts d'essaimage les rendent excellents pour les attaques mobiles. Laissez chacun faire ce pour quoi il est naturellement doué. Dans une autre salle de classe, Ben Murphy enseignait les protocoles de communication. Les Vorak parlent en motifs énergétiques. Les Mandchouri pensent en calcul collectif, et la confédération éthéréenne existe simultanément dans plusieurs dimensions. Votre travail, en tant que coordinateur humain, n'est pas de les faire tous penser de la même manière. C'est de traduire entre leurs différentes façons de penser. Mais la leçon la plus importante était enseignée dans l'auditorium principal où Jake Peterson s'adressait à la promotion sortante. Des officiers de toutes les espèces du Conseil galactique étaient assis ensemble, non plus séparés par des suspicions naturelles. Vous avez tous acquis les compétences techniques de coordination et de coopération, leur dit-il. Mais la leçon la plus importante n'est pas technique, elle est personnelle. Il fit un geste vers l'auditoire mixte. Chaque être dans cette salle a évolué pour se méfier des étrangers. Cela a maintenu votre espèce en vie pendant des millions d'années, mais vous faites maintenant face à des menaces plus grandes que ce qu'une seule espèce peut gérer seule. Le secret n'est pas de cesser d'être ce que vous êtes. Un Zafirian ne devrait jamais cesser d'être agressif. Un Mantari ne devrait jamais abandonner l'esprit de la ruche. Un Vork ne devrait jamais renoncer à sa manipulation énergétique. Il fit une pause, regardant les visages impatients des jeunes officiers qui affronteraient bientôt des batailles à travers la galaxie. Le secret est de transformer votre force naturelle en protection pour quelqu'un d'autre et de laisser leur force naturelle devenir votre protection. La confiance ne consiste pas à devenir faible, la confiance consiste à se rendre plus forts les uns les autres. L'auditorium était silencieux, tandis que les cadets absorbaient cette leçon. Puis une jeune officière Gromax leva sa main mécanique. « Instructeur Peterson, que se passe-t-il si nous rencontrons des ennemis en qui on ne peut avoir confiance, qui ne comprennent pas la coopération ?» Jake sourit, se souvenant de la flotte de chasseurs du vide reculant du système Kepler. Alors vous leur montrez ce que la coopération peut accomplir. Parfois, la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un la valeur du travail d'équipe est de lui démontrer ce qu'il manque en travaillant seul. Alors que la cérémonie de remise des diplômes se terminait et que les nouveaux officiers se préparaient à prendre leur place dans la structure de commandement de la flotte intégrée, Jake reçut un message sur sa tablette de données. Il provenait de l'amiral Kane, désormais commandant de la force de défense du bord extérieur. Chasseur du vide repéré dans l'approche d'Andromède. Grande flotte, nouvelle tactique. Ils semblent avoir appris aussi la coopération. Nous avons besoin de la première promotion de l'académie prête au déploiement. Jake regarda les jeunes officiers dire au revoir à leurs instructeurs et se préparer à quitter la Terre. Des Zafirians et des Menturi partageant des données tactiques. Des Vorak et des Gromax coordonnant la logistique d'approvisionnement. Des collecteurs d'ossements et la Confédération éthéréenne planifiant des missions de reconnaissance conjointe. Capitaine Foster, appela-t-il, préparez la flotte. Il semble que nos étudiants soient sur le point d'affronter leur examen final. Mais en observant les équipages multi-espèces embarqués sur leurs vaisseaux, avec confiance et se faisant mutuellement confiance, Jake n'était pas inquiet. La galaxie avait appris quelque chose de nouveau. Il arrive parfois, face à l'adversité,